Bonjour, bienvenue à Café Noir, à notre regard sur le monde. Bien entendu, c'est le coup de gueule de Nicolas Bonal et c'est le sixième. Alors aujourd'hui, le coup de gueule de Nicolas va être l'exception française et bien entendu la crise sanitaire. À toi, Nicolas. Merci Gilbert. Donc l'exception française, c'est une vieille lune chez moi. J'ai publié en 1997 aux Belles Lettres chez mon ami et éditeur libertarien Michel Desgranges ce livre qui dénonçait en fait les méfaits de cette exception française à travers les siècles. Et je dirais quasiment, j'allais dire depuis Clovis. Le sujet nous était venu avec Michel Desgranges parce qu'on devait parler de la crise des années 90 en France, puisque comme tu le sais, la France est toujours en crise. Il y avait eu les grèves de décembre 95, etc. Et moi, je me suis dit, bon, on va essayer d'élargir un peu le sujet parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de problèmes. Et comme le savent mes lecteurs, j'ai une très grande attirance pour le 19e siècle et pour les grands écrivains du début du 19e siècle, essentiellement les écrivains de la Restauration, comme Chateaubriand, Tocqueville. Et j'avais décidé donc de traiter le problème un peu à la racine. Qu'est-ce qui fait que ce pays a toujours des problèmes? On va faire un lien pour que ce ne soit pas trop énervant et historique pour certains lecteurs ou soporifique. On va faire un lien évidemment avec la crise sanitaire. Moi, je vis en Espagne. On n'a pas été confiné de tout l'hiver avec ma femme. On a pu aller où on voulait en portant un masque. On était un peu coincé dans la commune des fois, mais enfin, ça durait quelques jours. Après, on nous a ouvert toutes les portes et maintenant, on peut tout faire. On n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de passe sanitaire. À ce moment-là, on se dit, en effet, il y a une exception française, puisque ce grand pays hexagonal qui donne au monde entier des leçons de liberté, des leçons de droits humains et des leçons de lumière du monde, comme disait De Gaulle, qui était un autre illuminé de cette exception française, alors qu'il a recouvert la France de supermarchés et de villes nouvelles. Donc, qu'est-ce qui fait que ce pays miraculeusement imprégné de liberté et de sacralité chrétienne, il n'y a qu'à voir aussi ce que sont devenus les cathos en France, qui se baladent, comme tu as vu, avec des lampes Halloween pour leur fête à Lourdes. Qu'est-ce qui fait que ce pays miraculeusement génial est devenu la pire dictature occidentale, puisque c'est quand même pire que l'Angleterre. On est quasiment au niveau de l'Australie. Et peut-être que si la population continue de ne pas réagir, en se contentant de râler épisodiquement le samedi-dimanche, peut-être que si la population ne réagit pas assez, on arrivera en effet au Dominion, au Bantoustan, au Blanc-Toussan, comme je disais, d'Australie. Alors, j'ai dit, donc je vais faire un bref rappel de ce que c'est historiquement cette exception française. Alors déjà, il faut rappeler aussi mes deux textes très importants. Le piratage mental des Français d'Augustin Cochin, qui date de 1789-1793, j'en ai parlé plusieurs fois. Comment le peuple se fait confisquer toute la liberté en prétendant être peuple souverain. Ça, c'est typiquement français et j'explique comment ça fonctionne grâce à Augustin Cochin, qui était donc un des maîtres de François Furet, qui a fait un excellent livre sur la Révolution française, où il cite aussi Tocqueville. Ensuite, il y a Guénon. Guénon a écrit un texte que j'estime fondamental. C'est un texte qui a été repris sur des dizaines de sites Internet, un texte que j'ai écrit, bien sûr, sur Guénon et le caractère hallucinatoire du monde moderne. Guénon comprend qu'on est manipulé comme par des marionnettistes, pour reprendre la fameuse image du parrain de Coppola, mais aussi on est manipulé par un enchantement verbal. On a envie de dire druidique ou prophétique ou biblique. On nous mène par les paroles, on nous mène par le bout du nez en évoquant certains mots. Et Guénon dit, bon, ben, il y a par exemple le mot de liberté ou le mot de progrès, ou même, dit-il, c'est dans Orient-Occident au début, le mot de science. C'est extraordinaire, le mot de science. Mais cette histoire d'hallucination verbale me paraît très importante pour comprendre ce qui se passe en France. Alors pourquoi la France? Essentiellement, comme dit Tocqueville, parce que c'est un pays littéraire et bavard et abstrait. C'est un pays d'intellectuels avec un petit i. On pense à BHL, on pense à Finkielkraut, on pense à tous les noms qui encombrent la télé. Et c'est un pays aussi où on est fanatique idéologiquement. Alors moi, on peut dire que je suis fanatique idéologiquement, hein, mais bon, c'était une question d'appréciation. On a déjà cette même métamorphose alambiquée du discours démocratique aux États-Unis, où l'on sait que le pouvoir de Biden, qui vient de prendre sa raclée avec les talibans que nous saluons au passage, toi et moi, nous savons que le pouvoir de Biden veut considérer comme terroristes les gens qui refusent de se vacciner. C'est vers ça qu'on va. Or là, on est en plein dans les droits de l'homme. Et là, j'ai un autre grand écrivain que j'aime beaucoup citer, c'est Taine, Hippolyte Taine, qui a écrit donc en 5 volumes l'histoire de la France contemporaine, les origines de la France contemporaine. Et il a préfacé un texte que j'ai mis sur plusieurs sites, sur Stratégica FR de mon ami Plaquevent, sur Réseau International, etc.,
Et bien entendu, sur mon blog, j'ai mis le texte de l'anglaise anonyme. C'est une anglaise qui était paumée la pauvre en France pendant la guerre. Et donc, elle ne pouvait rien faire. Elle assiste à la folie, au développement du théâtre révolutionnaire, le caractère hallucinatoire dont je parlais tout à l'heure, les horreurs des arrestations et la soumission de la population. Parce qu'on dit que le français est un rebelle, le français est un râleur. Non, le français, essentiellement, c'est un soumis. Drummond a comparé le français au Méhari ou au cheval de trait des omnibus qui vient se remettre à sa place automatiquement. Et Taine a dit du français, il se soumet au maire, au percepteur, et ensuite, quand on le lui demande, il part à la frontière, il se fait tuer. Le français est un mouton. Je suis le premier à l'avoir dit, ça ne m'a pas rendu populaire dans certains milieux, mais je m'en fous. C'est un mouton. Et Drummond dit dans un passage très intéressant de son œuvre, Ignorée, je dis bien qu'elle est ignorée parce que le vrai sujet de Drummond, c'est la France moderne. Ce n'est pas celui qu'on croit. Et Drummond dit, ils sont amusants, ces Français, parce que comme ils descendent des Romains, des Gallo-Romains, ils considèrent que la loi est une divinité. Donc, ils vont tout supporter. Il y a aussi un autre trait de caractère français, c'est la dérision, le ricanement. Ça m'a exaspéré. Moi, je sais pas mal de gens dans ma vie. Ha, 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 ha. Oh oui, on a mis le code QR pour aller à la plage. Ha, 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 c'est marrant. Hein, on a le code QR pour aller là, on a le code QR pour aller partout. Et puis, les mecs se marrent. Et l'anglaise dit la même chose, l'anglaise de Taine. Elle dit, les gars sont contents de penser à leur ragoût, de faire un bon mot, de jouer aux cartes. Et puis, ils oublient qu'ils sont dans la prison révolutionnaire attendant de se faire guillotiner. Il rappelle aussi Le Taine qu'il y a peu de révoltes. Il y a eu celle des Vendéens qui a été écrasée dans le sang, commencée avec des centaines de milliers de morts, mais il y a eu très peu de révoltes. Et il y a essentiellement cette soumission bitumineuse du français par rapport à la clarapède étatique qui ne cesse de le harceler. Alors, je reviens rapidement maintenant aux sources de l'exception française. Il y a la Gesta Dei per Francos avec la chanson de Roland. Il y a évidemment le pauvre roi Clovis avec la royauté sacrée. Il y a Louis XIV avec la grande France de l'époque qui se pense surpuissante parce qu'elle peut écraser des principautés en Allemagne, ou elle a comme voisin la Belgique, ou elle a l'Italie qui n'est même pas unifiée. Donc, en effet, c'était assez facile de jouer au caïd à l'époque. Et Dieu sait qu'il l'a fait d'une manière pas souvent très propre, Louis XIV. Il a également persécuté, comme on sait, nos protestants. À propos des protestants, j'ai retrouvé donc dans mon livre Le coq hérétique une référence intéressante de Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie disait qu'il y a une volonté française, typiquement française, de faire tabula rasa. Tabula rasa, c'est la table rase. On n'a pas attendu les ordinateurs pour vouloir faire une recette en France. On efface tout le passé, on refait tout à zéro. Donc au XVIe siècle, les Huguenots se révoltent. Il y a quelque chose que j'aime bien, moi, chez les Huguenots, de toute manière. C'était assez aristocratique, c'était assez libertaire, ça voulait partir. Mais enfin, ils ont aussi commis des horreurs. Ils sont aussi fanatiques que les autres. Ils ont détruit, par exemple, la Grande Chartreuse, le monastère. Ils ont détruit des centaines de monastères, d'églises, de villes. C'était vraiment une volonté de recréer l'homme à partir de zéro. Et Emmanuel Leroy-Ladurie, donc le grand historien qui est mort il y a quelques années, avait dit que finalement, c'était de là que venait la volonté de tabula rasa des Lumières et de la Révolution française. Il y a aussi un autre historien qui a parlé de cette exception française assez bien, c'est Paul Hazard, qui a écrit La naissance du monde contemporain, la gestation de l'idéologie moderne entre 1690 et 1720. Et Hazard dit que la France est implacable en termes d'idées. Ensuite, la France est devenue déjà à l'époque une colonie intellectuelle britannique. On est en train de dire en ce moment qu'ils ont finalement réduit la France. Blabla, on se moque du monde. Ils l'avaient déjà réduit depuis très longtemps. Entre 1870 et 1940, jusqu'à la raclée exemplaire de 1940, la France n'est qu'une colonie intellectuelle et diplomatique britannique. Et on a fait toutes les bêtises que les Anglais nous ont demandé de faire jusqu'au bout, même suicidaire. Au lieu de se réconcilier avec les Allemands à temps, on a accompagné les Anglais sur les champs de bataille, où eux-mêmes nous ont abandonnés, comme si on était des Afghans, en fait, les Afghans de l'ancien gouvernement, et on s'est fait écrabouiller par les Allemands. Donc tout cela n'a rien de glorieux, et mon approche de la France n'est pas du tout glorieuse. Alors après, il y a un autre problème, c'est cette espèce de culture étatique énorme. On sait qu'on a à peu près 6 millions de fonctionnaires. On sait qu'on a tous les artistes, par exemple, liés au gouvernement en France. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a 30 ans, j'avais interviewé pour Serge de Beketch et pour Minute Marc Fumaroli. Et on se rend compte que Louis XIV, il est quand même le parrain du fils de Molière et que Jean Racine est l'historiographe du roi. Autrement dit, que les écrivains importants de l'époque sont déjà contrôlés par le pouvoir. Ils sont déjà contrôlés par la création de l'Académie française. Et ensuite,
Les commandes culturelles arrivent avec les énormes travaux, les grands travaux déjà du château de Versailles, que moi je n'aime pas beaucoup pour tout un tas de raisons, j'allais dire, ontologiques. Ensuite, on a cette espèce de fascination pour la gauche ou pour la subversion qui apparaît au XVIIIe siècle avec la culture sous Louis XV, Madame de Pompadour, Malesherbes, qui protège complètement les Lumières qui sont en train de scier les fondements de la royauté absolue, de la monarchie soi-disant absolue et de la France traditionnelle. Donc il y a une espèce de fascination des intellectuels pour le pouvoir et du pouvoir pour les intellectuels, qui a été remixée à l'époque pas de Gaulle, mais plus tard à l'époque de Mitterrand, avec la gauche caviar, avec Jack Lang, et avec les grands travaux. Et on comprend aujourd'hui pourquoi les milieux culturels s'écrasent complètement et que eux qui sont prêts à se motiver pour le moindre migrant qui vient d'Afrique n'en ont rien à foutre que l'on foute 40 millions de Français en cage de verre sanitaire pour d'une maladie qui tue 0,26% des gens, comme rappelait notre ami Brandon Smith. Nicolas, Nicolas, juste pour rappeler tout le monde, le ministre actuel de la Culture, Bachelot, est préoccupé pour le cinéma afghan, mais même pas pour le peuple afghan. Il doit y avoir au maximum 5 cinéastes pro-occidentaux en Afghanistan, et c'est ce qui la préoccupe en fait. Pour en revenir à la culture française, il faut se rappeler Maurice Druon, que moi j'aimais assez comme écrivain, comme personnalité. J'ai toujours trouvé que c'est un gars qui avait beaucoup de talent et qui était quand même à l'époque où la France culturellement valait encore quelque chose, c'est-à-dire sous Pompidou, et qui avait dit les gars de la gauche arrivent la sébille dans une main pour prendre de l'argent et le cocktail Molotov dans l'autre. Aujourd'hui, on pourra dire que dans le cadre de cette exception française bien aimée que je viens de résumer pour nos auditeurs et mes lecteurs, on a la sébille dans une main et le code QR dans l'autre. C'est vers ça qu'on va et j'espère que le peuple se soulèvera un peu plus, mais on sait très bien que les manifestations en France n'arrivent pas à grand-chose. 1830 a amené au pouvoir, enfin 1789 a amené la catastrophe que l'on sait et les 25 ans de guerre contre le reste de l'Europe. Mais je sais, on est le pays des droits de l'homme et la lumière du monde. 1830 a amené la assez tristounette monarchie de juillet de Louis-Philippe. Et 1848 a amené le désastre de la Deuxième République et le désastre du Second Empire. Et comme disait déjà à l'époque Flaubert, qui avait compris le français moderne, il n'y a plus rien qu'une tourbe canaille et imbécile. Après, on a eu une dernière révolte en 1870 qui a amené une république bourgeoise aux ordres de l'Angleterre, aux ordres de la finance déjà, et aux ordres d'une politique coloniale souvent criminelle et complètement inutile. C'est surtout ça, comme on disait à l'époque à gauche, quand il y avait encore une gauche nationaliste, on gaspille l'or et le sang de la France. Donc tout cela, c'est pour expliquer pourquoi on en est là, pourquoi avec la France, la démocratie, la France, les droits de l'homme, la France, la liberté, la France, la lumière du monde, la France, le meilleur système du monde éducatif, la France, le meilleur système social du monde, la France, le meilleur système médical du monde. On en est arrivé au code QR, un pays à moitié ruiné qui n'arrête pas de s'abaisser. Alors, je reconnais qu'il y a eu des hauts et des bas. Après la guerre, il y a eu un haut, c'est clair, mais ce n'est pas seulement sous De Gaulle, sous la 4e République que je préfère, moi, à la 5e à tout point de vue. Je parle même de la 5e des années 60. Ne serait-ce que pour le point de vue du cinéma, il faudra qu'on en parle un jour. Là, il y a eu quand même un mieux, mais c'était européen. Ce n'est pas lié au génie français. Tous les pays, après la guerre, se sont reconstruits. Il y a eu une croissance de 5 à 6 à 10% pour des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie qui avaient encore plus détruit que la France par la Deuxième Guerre mondiale, qui ont programmé ces fameuses 30 glorieuses. Et depuis les années 70, on n'a fait que baisser. À partir de Mitterrand, et peut-être même aussi un peu de Giscard, on est rentré dans une nouvelle phase un peu pseudo-monarchique, avec une gauche caviar, comme je disais tout à l'heure, avec les Lumières, avec une caste au pouvoir qui ne veut pas le perdre, qui s'est rangée autour de Macron, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche politique, qui sont, comme on le sait, de fanfreluches. Et cette caste politico-médiatique, économique, etc., est en train de raser le pays de frais. Le problème, c'est que le peuple, comme je le disais tout à l'heure aussi, est facilement manipulable en France, parce qu'il suffit qu'on lui dise liberté pour qu'il accepte la tyrannie. C'est exactement ce que disait déjà Olivier, mon cher ami, c'est exactement ce que disait Augustin Cochin à cette époque. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Et évidemment, le reste, ce sont des données que l'on peut retrouver dans mes 2 livres.
Il y a le coq hérétique, j'espère que tu vas me le rééditer. Il a Nous, on est en 25 train de ans parler de le maintenant. rééditer, on va le faire. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et il y a Mitterrand, le grand initié. Là, c'est l'édition fameuse chez Albin Michel qui avait été prise par, comment il s'appelle, Thierry Pfister. Et Thierry Pfister avait aimé mon livre et mon projet parce que, qui était une réédition, mais j'avais tout retravaillé, parce qu'il était fasciné par la manière dont Mitterrand avait articulé sa propre mission par rapport à une vieille tradition française. Et Mitterrand se voyait comme l'héritier des rois, d'où les grands travaux, d'où les références à l'Égypte, aux pharaons, à Solutré, aux Gaulois, Clovis, que sais-je encore. Et cette espèce de fourre-tout historico, machin, qu'on retrouve aussi dans les milieux nationalistes avec les histoires du grand monarque et tout ça, n'a fait que nous tromper sur ce que nous étions. De la même manière que la République qui voulait répandre des idéaux démocratiques n'a fait que massacrer des indigènes en Afrique du Nord, en Extrême-Orient et dans d'autres coins du monde, dont la pauvre île de Madagascar, pour imposer son merveilleux modèle républicain. Et aujourd'hui, les mêmes républicains, toujours aussi enragés, rêvent d'en finir avec les 40% de minoritaires anti-pass sanitaire. Voilà où on en est grâce et surtout avec notre exception française. Voilà, j'en ai fini sur le sujet. On peut même parler de sauce si tu veux. Ceci dit, Nicolas, pour ne pas déprimer nos auditeurs en plein Non, août, en mi-août, s'ils veulent manifester et protester, ils sont les bienvenus. non, on va. Il est clair que. Alors là, j'extrapole. Hein. Là, j'extrapole. Donc, je laisse de côté l'exception française. Ce matin, il y avait un petit maghrébin très sympa qui s'appelle Momo, qui a une espèce de programme qui marche bien sur Facebook. Ça s'appelle Independenza TV ou je ne sais pas quoi. Il a fait un petit programme autour des Galeries Lafayette. Tout est vide. Il y a quelques crétines qui rentrent avec le code QR pour acheter quelque chose, mais, ou même ne pas acheter, ou pour montrer qu'elles ont un code QR, mais tout est vide. Il n'y a pas de mouvement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les vacances ou est-ce que c'est parce que les gens protestent? Est-ce que Rantanplan, comme j'aime toujours cette référence à mon génie juif préféré Goscinny, est-ce que Rantanplan sent confusément quelque chose et qu'une société où il faut montrer constamment un code, il y aura un moment, il faut s'arrêter. Il ne faut pas être très optimiste. Et comment mon ami de Vézelay, Antoine, me disait que les clients, quand ils arrivent dans le restaurant, ils montrent directement le code QR. Hein. Et attention, il ne parle pas de 10 clients, il parle de 150 à midi. Et maintenant, les gens sont tellement disciplinés et rangés des voitures, comme on dit, qu'ils ferment, Antoine, le restaurant à midi et quart. Donc, si vous avez envie de manger à Vézelay ou presque tous les restaurants fermés, arrivez tôt. Arrivez tôt, parce que maintenant, la bonne petite armée disciplinée bouffe comme dans un réfectoire de prison, d'hôpital psychiatrique ou de cours préparatoires. On en est arrivé là. Alors, la chose optimiste, c'est que disait Momo ce matin dans sa sympathique vidéo, c'est qu'il tombe sur un cadre, il ne l'a pas filmé. Le gars travaillait le 17 août, je ne sais pas pourquoi, et il lui dit que tout s'écroule. Les boutiques sont fermées, les boutiques sont allouées, les bars sont fermés, presque tous les restaurants sont fermés, les restaurants ouverts sont vides à Paris. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mi-août ou est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de rébellion de Rantanplan? Moi, j'ai de gros doutes sur la rébellion du Rantanplan français. Hein. Mais bon, on peut lui laisser pour l'instant le bénéfice du doute jusqu'au début septembre. Exact, on verra en septembre. Et tu auras un autre coup de gueule en septembre. Oui. Ben, alors, on va s'arrêter là. Ce sera la parole de la fin. Je te remercie. Je remercie tout le monde, tous nos auditeurs. Et bien entendu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ou si vous nous regardez sur Dailymotion, cliquez sur Suivez-nous. Ça nous aide parce que ça nous montre dans les algorithmes des deux plateformes. Et une adresse pour les musulmans de France, ne priez plus en direction de la Mecque mais de Kaboul. Absolument, absolument. Allez, au revoir. Ciao.